Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé. Bienvenue dans le quatrième numéro de cette semaine. 4 sujets à aborder. Encore aujourd'hui, nous parlerons de l'Afrique. L'Union africaine a 60 ans. Au Sénégal, 10 ans de réclusion criminelle requis contre Sonko pour viol. En République démocratique du Congo, répression d'une marche. L'ONU crie à la dérive dictatoriale. Et puis le Togo, le Conseil des ministres salue la performance de l'économie togolaise. Pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Ashraf Ourosama, vous êtes juriste et homme politique. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Guillaume. Bonsoir aux milieux téléspectateurs de New World. Je suis extrêmement ravi de retrouver Monsieur Kosigan et mon homme, Monsieur Ourosama. Et j'espère vivement que nous serons à la hauteur des thématiques que vous soumettez à notre appréciation souveraine. Merci beaucoup. À côté de vous, l'autre Ourosama, c'est Samir Ourosama, juriste et président de l'association ICJVE. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV, notamment à nos compatriotes qui nous suivent depuis Addis Abeba. C'est en Éthiopie, la capitale de l'Éthiopie où se trouve bien évidemment le siège de l'Union africaine. Nous parlerons tout à l'heure de l'Union africaine. Notre troisième invité, Robert Kosigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert Kosigan et bienvenue. Bonsoir Doc, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV de par le monde. Je voudrais saluer très spécialement Madame et Monsieur Iloku depuis Gando. Ils m'ont réservé un accueil très chaleureux la fois dernière lors de ma visite dans le coin. Je voudrais aussi appeler vivement les autorités de notre pays à veiller, dédoubler la nationale numéro 1. La nationale numéro 1 ne répond plus au trafic actuel. Nous sommes en 2023, mais ce que j'ai vu de Lomé à Mango, ce n'est plus ça. Vivement que les efforts se fassent. Oui, c'est vrai qu'ils sont en train de se débrouiller, mais il est temps qu'on dédouble la nationale numéro 1 et qu'on refasse des routes dignes de 2023, sinon du 21e siècle. Voilà. Okay. Que ce soit dédoublé sur son ensemble. Sur son ensemble, parce qu'aujourd'hui c'est très exigu et puis voilà. par endroit ce n'est pas ça et ça occasionne beaucoup d'accidents et je me dis l'heure est arrivée pour qu'on dédouble cette voie. Merci beaucoup. Nous abordons donc le premier sujet. Bonsoir à la famille Iloko. Merci. Ok, d'accord. Le premier sujet, Afrique. L'Union africaine a 60 ans. Il y a de cela 60 ans, naissait l'organisation de l'unité africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, avec la signature d'une charte de l'OUA dans la nuit du 25 au 26 mai 1963, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique. La charte signée entre 32 chefs d'État et de gouvernement à l'époque a donné naissance à l'OUA qui est devenue en 2002 l'Union africaine UA qui s'est élargie depuis, mais 60 ans après, que retient-on de cette organisation et à quel défi est-elle confrontée aujourd'hui? Nous en parlons avec vos chers invités sur ce plateau. Avec moi, il faut dire que le thème de la célébration de cette journée, aujourd'hui 25 mai, journée de l'Afrique, est des possibilités dans une période difficile pour cette journée. Alors, au regard du parcours 60 ans de l'unité africaine, quel regard portez-vous sur le travail qui a été fait depuis les pères fondateurs jusqu'à ceux qui dirigent l'organisation aujourd'hui, 60 ans après? Ashraf, je commence par vous. Oui, mais 60 ans après, il est très difficile, disons, d'évaluer, disons, les performances ou les résultats tangibles de l'institution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union africaine est victime, disons, de ses propres incohérences depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Il faut quand même souligner que la création de l'Union africaine a fait l'objet, disons, des conflits aussi idéologiques. Hein, il faut puisqu'en 1963, vous avez ce qui était vraiment en faveur de l'intégration, qui était conduit par l'Éthiopien Haïlé Sélassié. Et vous avez également un courant d'idées incarné par Kwame Nkrumah, qui affirmait même que l'Union africaine ne doit pas se construire au détriment des souverainetés des États. Et donc, à un moment donné, il faut trouver le juste milieu. Et donc, ce juste milieu, depuis les années 63 jusqu'à aujourd'hui,
a été très difficile à trouver. Donc la formule, elle a du mal toujours à prendre. C'est-à-dire, c'est ça la problématique de l'intégration. C'est-à-dire que vous avez des États qui sont réticents à sacrifier un certain nombre de leurs compétences au profit de l'intégration. Et vous avez également d'autres États qui ne trouvent pas de problème. Donc à un moment donné, pourtant, qui parle d'intégration parle d'homogénéité. Qui parle d'homogénéité, qui parle de projets communs. Donc ce conflit idéologique-là a perdurer dans le temps. Vous avez des héritiers également de ce conflit idéologique. C'est pour cette raison que quand vous prenez par exemple les espaces d'intégration sous-régionale également, on constate un certain nombre d'incohérences. Donc d'où les problèmes qui persistent aujourd'hui. Donc maintenant, aujourd'hui, je pense que l'Union africaine a failli dans un certain nombre de ses missions. Je me rappelle, vous vous rappelez, entre-temps, l'Union africaine même s'est décrédibilisée parce que le Maroc, qui faisait même partie de l'Union africaine, à un moment donné, a jugé utile de partir et de revenir parce qu'il y avait la question du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc. Vous avez la question du Cabinda, vous avez même la question libyenne, même en 2011, où vous avez l'institution qui a montré toute cette art. Vous avez la France qui prend l'initiative à travers une résolution des Nations Unies d'intervenir avec un certain nombre de puissances occidentales. Et donc, je crois que l'Union africaine a montré toutes ses limites. Alors que quand vous prenez, par exemple, le préambule du traité de la charte constitutionnelle de base du traité constitutif, où on parle, il y a des principes qui ont été énoncés, comme le principe de non-ingérence, combattre le colonialisme. Oui. Et donc, moi, je crois que le contenu vraiment, ou les valeurs de ce préambule-là n'ont pas été respectées. Donc, aujourd'hui, je crois, il faut faire l'état des lieux, relever les insuffisances et se réaffirmer davantage. Alors, si vous êtes demandé de porter un regard, en quelques mots, que dites-vous aujourd'hui de 60 ans de l'Union africaine, en quelques mots? Oui, 60 ans je crois que le bilan quand même est mitigé, mais je crois que je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aussi peindre tout le tableau en noir, qu'il y a un certain nombre également de résultats qui ont été à moitié vide ou à moitié plein? À moitié plein, je dirais à moitié plein. Légèrement positif selon moi, parce que j'estime que cette institution a quand même de l'avenir. Il suffit tout simplement de changer de logiciel et d'idéologie. Nous y reviendrons tout à l'heure. À côté de vous, Samir Ouro-Sama, quel regard portez-vous sur 60 ans de parcours de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine devenue en 2002 l'Union africaine? 60 ans, en quelques mots, si vous étiez demandé de dire ce que vous pensez de cette organisation, que diriez-vous? Moi, je pense qu'il est important, au regard de ce qui se fait ailleurs comme pratique, de pouvoir consacrer une journée qui célèbre un continent comme l'Afrique, qui n'est pas des moindres. Quand on regarde un peu l'histoire des continents, même si beaucoup s'accordent pour dire que l'Europe est le vieux continent, je pense que l'Afrique, c'est un continent assez emblématique qui a vécu, qui a toute une histoire avec toutes ces richesses, avec toute cette diversité au niveau des peuples et tout ça là. Donc la première observation à faire pour moi, c'est de rendre hommage aux pères fondateurs de cette institution qui ont eu cette ingénieuse idée de pouvoir mettre en place une telle organisation déjà en 1963. Vous imaginez? C'est après tout au lendemain des indépendances pour certains pays. Également, d'autres pays n'avaient pas encore leur indépendance. Donc, l'une des ambitions de cette organisation à l'époque, c'est de faire en sorte que le continent africain puisse se délier du colonialisme, de faire en sorte que les violences subies, les injustices qui ont été subies par les pays africains puissent je dirais, puisse ne pas, que cela ne disparaisse pas, mais que cela puisse servir de leçon aux pays africains, notamment à l'Organisation de l'Unité africaine, pour s'affirmer au plan international. On parlait déjà à l'époque de l'Organisation des Nations Unies. Donc, quand on jette le regard sur les idées qui ont motivé les pères fondateurs à imaginer une telle organisation et ce que nous avons vu durant 60 ans. Non seulement durant 60 ans, après que l'Organisation de l'Union africaine ait changé de nom, est devenue en 2002 l'Union africaine, qui se calque véritablement sur le profil européen. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui l'Union européenne et que vous regardez un peu le fonctionnement de nos institutions au niveau de l'Afrique, mais c'est la même chose. Donc, dire qu'aujourd'hui, après plus de 60 ans d'existence d'une telle institution, je pense que l'Union africaine
est à l'image de nos pays africains. Nous avons du mal à nous affirmer au plan international. Nous avons des difficultés à maîtriser nos différentes frontières. Nous avons des difficultés même dans l'intégration où pour quitter un pays à un autre, il faut avoir le visa. Souvent même c'est compliqué. Il y a le racisme dans d'autres pays. Tout ce qui motivait la mise en place de cette organisation, véritablement, n'ont pas eu écho. Alors en 2 mots, est-ce un au bout échec des pour 60. vous? C'est un échec vis-à-vis de l'organisation. Quand vous regardez aujourd'hui le siège qui est construit par les étrangers, donc politiquement, l'Union africaine n'est pas indépendante. Donc, si vous n'êtes pas indépendante, ça va être difficile de pouvoir concrétiser les idéaux que vous avez pour l'Afrique. Merci beaucoup, Samir. Robert Kosigan-Akwete, votre regard que vous portez sur les 60 ans de parcours de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. L'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine, je crois que l'idée ingénieuse de Kwame Nkrumah et ses pairs n'a pas trouvé trop de répondants par leurs successeurs. Et quand nous prenons l'institution elle-même, vous allez constater que dans les conflits, elle est moins écoutée, elle influence moins nos États. C'est une organisation sur papier et donc les fonctionnaires de l'Union africaine, on ne les voit pas. Peut-être qu'ils sont entre 2 avions, mais les crises et les dissensions continuent par déchirer les peuples africains. Si nous prenons la mort tragique de Kadhafi, aux yeux, l'Union africaine était incapable de s'opposer à cette résolution de l'ONU, de l'ONU, et contre toute contre tout ce montage de Sarkozy. L'Union africaine était divisée. Les pays africains n'avaient pas un point de vue commun. D'autres pays même ont voté cette résolution contre Kadhafi, ce qui a occasionné sa mort. Et puis vous allez constater que d'autres traitent les autres de communistes, d'autres traitent les autres de capitalistes et tout. Et tout ce mélange-là n'a pas permis à l'organisation d'asseoir véritablement les bases sur lesquelles elle peut organiser l'Afrique. Si nous prenons nos problèmes de frontières, 60 ans après, je dis, c'est un échec cuisant. Et rien n'est fait, il faut refaire tout ça. Et puis, ce serait difficile vis-à-vis du colon. Parce que cette organisation est utilisée à dessein par le colon pour toujours diviser les Africains et ne jamais permettre à ce que l'Afrique puisse alors savoir pourquoi elle est là, pourquoi elle doit se battre pour son propre développement et puis lutter pour ses enfants. Okay. Voilà. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Ashraf, au début, l'empereur éthiopien à l'époque, Haïlé Sélassié Ier, avait pu rassembler quand même 2 bords divergents. Il y avait un groupe qu'on appelait le groupe de Casablanca, dirigé par l'ex-président ghanéen Kwame Nkrumah, et puis il y a le groupe de Monrovia, dirigé par le président libérien William Tubman. Il a pu quand même les rassembler autour d'un idéal qui était de prôner l'égalité, la souveraineté des États membres, également la non-ingérence et le respect de l'intégrité territoriale. Une affaire qui n'a pas vraiment pu suivre son cours parce qu'on remarque qu'en 84, le Maroc quitte l'organisation pour ne revenir qu'en 2017. Et 84, le Maroc quitte parce que déjà en 80, le Sahara occidental a été accepté dans l'organisation. Alors, si l'on s'en tient à son principe fondamental qui est de favoriser l'unité, la solidarité de l'Afrique et combattre le colonialisme, pensez-vous qu'à ce jour, l'UIA, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, donc devenue Union africaine, UIA, a fait le nécessaire? Aujourd'hui, est-ce que l'UIA ou l'UIA a quand même fait le nécessaire au regard de tout ce que nous avons dit? Non, je ne crois pas que l'Union africaine n'a pas fait tout le nécessaire. Je crois qu'il y a des questions qui n'ont pas été résolues. Je prends par exemple, vous savez, en droit constitutionnel, jusqu'aujourd'hui, on parle en Afrique, par exemple, du principe d'intangibilité des frontières héritées des périodes coloniales. Ce qui veut dire que toutes les frontières qui ont été héritées de périodes coloniales ne peuvent pas être remises en cause. Pourtant, il y a toujours des litiges aujourd'hui entre États. Et également, en 1963, pour moi, l'Union africaine devrait être conçue de manière progressive. C'est-à-dire que, l'adhésion à une communauté doit être subordonnée à un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que vous devrez obéir à un certain nombre d'exigences démocratiques pour adhérer. Alors que l'Union africaine a été créée, on a considéré que tous les États africains étaient d'office
Vous comprenez? D'office. C'était pas aussi d'office ceux qui le voulaient à l'époque. Oui, ceux qui le voulaient, mais tout simplement, il fallait être vraiment un pays africain dès le début. Donc, c'est pour nous dire tout simplement que les conditions d'éligibilité n'ont pas été appliquées de manière rigoureuse. C'est pour cette raison, même jusqu'à aujourd'hui, vous avez des États qui n'obéissent pas le traité constitutionnel, je veux parler le respect des droits de l'homme, un certain nombre de choses, qui ont une constitution libérale, mais qui ne font jamais l'objet d'une procédure d'exclusion. Merci beaucoup. Pourtant, il doit y avoir une procédure d'exclusion même des États, même s'ils ne respectent pas les objectifs de base prévus. Effectivement. Samirou Osama, au regard de tous les objectifs, de la vision derrière la création de l'OUA devenue UA, pensez-vous qu'on a quand même fait l'effort? Parce que c'est clair, on ne peut pas faire à 100%, mais pensez-vous qu'on a fait l'essentiel au cours de 60 ans? Oui, je pense que tout n'est pas à remettre en cause. Vous savez, quand on regarde un peu tout ce qui a été fait par cette organisation, tout n'est pas noir. Il y a aussi des bonnes choses qui ont été faites par cette organisation. Comme par exemple réussir à mettre tout le monde à la même table. Réussir à mettre tout le monde à la même table, mettre en place les institutions. Vous savez, aujourd'hui, il y a des banques panafricaines, il y a des banques propres à l'Afrique, il y a une cour de justice et des droits de l'homme qui joue un rôle primordial dans la promotion des droits humains, avec une particularité de l'Afrique. Vous savez, il y a des tests qui ont été adoptés au plan international, mais l'Afrique a jugé bon, par rapport à notre histoire, à notre contexte, de pouvoir contextualiser tous ces tests-là. Donc, nous avons réussi à mettre en place aujourd'hui un arsenal juridique qui répond véritablement à notre réalité, à notre contexte. Et vous avez vu, contrairement à ce que Achraf dit, je vais un peu le décevoir, vous avez vu, lorsqu'il y a un coup d'État, la première démarche de l'Union africaine, c'est de pouvoir suspendre l'État. C'est de pouvoir suspendre l'État de toutes les instances de l'Union africaine pour dire qu'en réalité, l'Union africaine respecte un certain nombre d'idéaux en termes de droits de l'homme, en termes de démocratie, en termes de souveraineté des États. Donc, c'est vraiment important de relever tous ces aspects qui ont eu, comme on peut le dire ainsi, pas mal de succès. Mais il faut aussi dire qu'au-delà de ce qui a été fait comme bonne chose, il y a aussi des choses qui n'ont pas marché. Et ce sont telles qui sont assez grandes et qui remettent en cause. Je veux donner un exemple. Je veux donner vraiment un exemple flagrant de l'échec de la CEDEAO. On viendra à vous tout à l'heure. Je voudrais avoir le point de vue de Kosigan en quelques secondes avant qu'on ait marqué la pause. Au regard des visions, a-t-on fait l'essentiel? Non, rien n'a été fait. Il n'y a que le colon. La première mission de l'unité africaine, c'était de combattre le colonialisme. Or, aujourd'hui, si vous prenez les pays et la manière dont ils gèrent leur propre peuple, on ne sent pas le néocolonialisme est toujours là. Le néocolonialisme est toujours là. Vous allez constater que politiquement, nous avons nos indépendances, mais économiquement, nous dépendons toujours du colon. Sinon, comment un port peut être géré par un étranger au détriment de l'économie nationale? Alors, ça voudrait dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour vous, on n'a pas atteint l'objectif. Merci, nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite des débats.